RCF. Bonjour à tous. Si le viager existe depuis des centaines d'années, les Grecs et les Romains s'y donnaient à cœur joie, il fut délaissé quelques années et c'est le petit-fils de Charlemagne, Charles II, qui réintroduit le viager dans notre pays. Après avoir eu mauvaise presse pendant de nombreuses années, le viager a aujourd'hui le vent en poupe. Voyons ensemble ce matin quels sont les avantages et les inconvénients d'acheter ou de vendre en viager. À votre service, présenté par Bérangère Loup. Et pour nous éclairer sur le sujet, Sophie Richard va nous accompagner jusqu'à 11h. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour Bérangère. Vous êtes juriste, spécialiste du droit immobilier et fondatrice du réseau Viagimo. Alors avant de vous questionner sur le sujet, je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont les bienvenus. Jusqu'à 11h, vous allez pouvoir vous aussi poser vos questions à notre spécialiste. Allez, je vous en souffle quelques-unes si besoin. Comment faire pour mettre en viager ma maison ou mon appartement ? Comment est calculé le montant de la rente ? Est-ce vraiment intéressant aussi d'investir dans le viager ? Voici le numéro de téléphone que vous allez pouvoir composer pour nous joindre. Une question, une réaction, RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Et c'est Catherine ce matin qui vous attend au standard. Depuis la France, vous pouvez donc composer ce numéro, je vous le redonne, 04 72 38 20 23. Nos amis belges peuvent également nous appeler et poser des questions à notre experte au 04 67... attendez, je vais la refaire en français, c'est plus sympa. 04, ou en belge, ouais, ça c'est bien. 04 72 38 20 23. Vous pouvez également nous envoyer un courriel à votre service @rcf.fr. Sophie Richard, je le disais en introduction, le viager est un investissement de plus en plus adopté par les Français. Quelles sont les raisons de cet intérêt selon vous ? Alors oui, c'est vrai, comme Bérangère, comme vous le soulignez tout à l'heure, le viager est une vente ancestrale qui remonte du temps des Romains. Oui. Et c'est à mon sens une solution très moderne puisque on est au cœur de notre actualité française, un contexte socio-économique assez difficile. Les gilets jaunes en parle très bien, difficile que ce soit pour les retraités, difficile pour les actifs. Et je pense que le viager est la solution idéale pour remédier à la précarité des retraites. Donc côté vendeur, le viager va apporter une réponse apaisée, obtenir des revenus complémentaires qui vont s'adosser à des retraites qui sont de plus en plus faibles, avec le gel des pensions de retraite, avec une fiscalité de plus en plus lourde, avec un financement assez exorbitant aujourd'hui de la dépendance. Et côté actif, vous allez avoir le viager occupé, notamment une bonne solution, un bon outil pour les investisseurs acquéreurs qui vont devoir anticiper leur future retraite. Donc on n'y pense pas forcément parce qu'on essaye déjà de vivre au jour le jour notre quotidien, mais il ne faut pas se leurrer. Notre régime de retraite par répartition actuel est à bout de souffle, est inefficace. Donc il faut penser, anticiper. Et le viager occupé est une bonne solution pour se constituer un patrimoine immobilier à moindre coût et sans mise de fonds initiale importante. Nous allons évoquer justement ces différents types de contrats occupés et libres. Ce que vous nous dites, c'est que le viager immobilier, c'est une solution idéale pour remédier à la réduction du pouvoir d'achat, tout en permettant de continuer à vivre chez soi, si toutefois on opte pour le type de contrat occupé, et en bénéficiant aussi d'une fiscalité avantageuse, si j'ai bien compris vos propos. C'est tout à fait ça. Alors peut-être Bérangère rappeler dans un premier temps ce qu'est le principe général du viager. Puisque tout le monde a déjà entendu parler du viager, mais on ne connaît pas si bien que ça ce dispositif. Donc c'est avant tout une vente d'un bien immobilier avec des spécificités quant au prix et quant aux modalités. Donc quant au prix, le paiement d'un viager se fera en 2 temps avec le versement d'un bouquet qui est une somme comptant qui est versée au jour de la signature chez le notaire, qui sera remis sur le compte du vendeur qu'on appelle crédit rentier. Et le résiduel sera transformé en rente viagère. Cette rente viagère est versée de manière générale de façon mensuelle toute la vie durant du vendeur. Vous avez 2 types de viagers, le viager occupé et le viager libre. Le viager occupé, de manière générale, le vendeur reste vivre chez lui autant de temps qu'il le souhaite.
Et en contrepartie, l'acquéreur qui achète ce bien en viager occupé va bénéficier d'une décote d'occupation, c'est-à-dire qu'il va acheter à un prix réduit sans avoir recours à un emprunt bancaire. Et le viager libre, lui, comme son nom l'indique, le bien est libre de toute occupation mobilière et humaine. Ça veut dire que l'acquéreur va pouvoir bénéficier tout de suite de la jouissance du bien. Il y aura une remise des clés au jour de la signature chez le notaire, donc il pourra l'occuper ou il pourra le louer à sa convenance. Et le vendeur, lui, crédit rentier, bénéficiera d'une assurance à vie de percevoir une rente viagère, ce qui est un point assez substantiel, notamment pour faire passer un dossier en tête de liste pour obtenir une place en maison de retraite où les places sont de plus en plus difficiles à obtenir, puisque avoir une rente à vie, c'est quand même une assurance d'avoir des revenus complémentaires pour financer cette éventuelle dépendance ou un maintien à domicile, par ailleurs. Vous avez évoqué le montant de la rente. Qui le calcule, ce montant de la rente, et comment est-il calculé ? Alors le calcul en viager, le viager de manière générale reste une vente complexe, une vente dans le temps juridique, donc il y a des éléments substantiels, des clauses importantes à ne pas omettre. Et le calcul du viager est lui aussi assez complexe. Donc il faut se rapprocher pour les auditeurs qui souhaitent obtenir une simulation, une estimation viagère. Je les invite à se rapprocher d'un homme de loi ou d'un spécialiste en viager, puisqu'il ne faut pas, ça ne laisse pas de place au hasard. Donc il y aura. Quand vous dites, pardonnez-moi de vous interrompre, Sophia Richard, un spécialiste en viager, ça peut être vous, par exemple, qui êtes juriste. Vous êtes spécialiste aussi du droit immobilier et vous avez fondé le réseau Viagimo. Il y a plusieurs agences aujourd'hui en France. Il y en a 6 actuellement: Nantes, Lille, Bordeaux, Marseille, Versailles et puis les Sables d'Olonne qui est votre agence pilote. Est-ce que l'on peut dire concrètement, on pousse la porte de Viagimo ou une autre agence et les personnes qui vont nous recevoir seront à même d'estimer le bien et de nous expliquer concrètement et de nous donner un chiffre et notamment le montant d'une rente ? Alors exactement, Bérangère, les spécialistes viagéristes, puisque nous sommes des professionnels du viager, donc des agents immobiliers avec cette spécialité, c'est notre cœur de métier de rencontrer, conseiller, calculer, orienter, trouver, solutionner et répondre de la meilleure façon possible à la situation patrimoniale et familiale des personnes intéressées pour vendre en viager ou pour acheter en viager. Donc effectivement, le maillage Viagimo s'étend sur tout le territoire français. Donc les auditeurs peuvent s'orienter, soit ils appellent le siège pour connaître l'agence Viagimo la plus proche de chez eux, mais effectivement, il y a Viagimo Bordeaux, Nantes, Lille, Marseille, Versailles, dont nous faisons l'inauguration début février. D'ailleurs, je sais que vous avez pas mal d'auditeurs du côté de Versailles. Donc, que les auditeurs n'hésitent pas à se rapprocher de l'agence la plus proche de chez eux. Et les spécialistes en viager se feront un plaisir de les recevoir et de leur faire une estimation en viager et surtout avec pédagogie, bienveillance, répondront à toutes leurs questions et incertitudes autour de cette vente, s'il y en a, puisque beaucoup d'idées reçues, beaucoup de... Vous pensez à quoi, par exemple, comme idée reçue ? Alors, beaucoup d'idées reçues, par exemple, pour les vendeurs qui vont avoir peur, notamment par rapport aux garanties. C'est vrai que le viager, c'est une vente dans le temps. Il y a un paiement échelonné toute leur vie durant. Donc, il faut que le contrat soit très, très bien encadré juridiquement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il est très, très important d'être vigilant et de n'omettre aucune clause substantielle pour protéger en tout temps le vendeur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle un crédit rentier, parce que il est créancier d'une somme. Donc, l'expert en viager qui est habilité, compétent pour rédiger les avant-contrats, mettra ces clauses résolutoires et privilèges du vendeur. On pourra peut-être développer un petit peu plus tard ces éléments-là. Il pourra les conseiller sur, par exemple, si c'est un couple qui met en vente le bien familial, de veiller à mettre une réversibilité de la rente à 100% pour que le conjoint survivant conserve bien ce pouvoir d'achat avec le paiement complet, total de la rente viagère. La clause de révision également de la rente viagère. Donc, il y a plusieurs éléments, c'est une vente complexe, mais qui s'oriente, qui s'encadre très bien juridiquement à partir du moment où les choses sont bien faites. Et les spécialistes Viagimo seront là pour les conseiller au mieux. Voilà, sur la meilleure formule
pour chacun. Avant d'accueillir Anne-Marie qui a un certain nombre de questions à nous poser depuis Reims, je voudrais qu'on revienne aussi sur l'idée reçue de l'immoralité. La vente en viager, pour certains, est immorale. Que répondez-vous à... Tout à fait. Donc c'est vrai que ça fait partie de ces idées reçues, de parier sur la mort, notamment, alors que le viager, bien au contraire, pour moi, est la solution idéale pour remédier à cette précarité. Je trouve ça incongru, inconvenable, qu'aujourd'hui des retraités qui ont cotisé toute leur vie se retrouvent avec un minimum vieillesse qu'on appelle aujourd'hui l'ASPA, c'est moins de 900 € par mois pour vivre, 833 de mémoire euros. C'est très compliqué aujourd'hui de vivre avec une somme si faible pour ceux qui ont la chance de l'obtenir, parce que certains n'ont même pas cette somme-là, alors que ces personnes âgées sont riches d'un capital immobilier et cette richesse est enfermée dans la pierre. Et je trouve ça assez incongru de laisser des personnes en souffrance financière alors qu'ils sont bénéficiaires de cette richesse. Donc le viager va leur permettre de libérer ce capital immobilier qui jusque-là est enfermé dans la pierre pour qu'ils puissent hériter d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent vivre plus sereinement. Et c'est très important aujourd'hui de pouvoir vivre décemment quand on est propriétaire de son bien et de pouvoir répondre efficacement à cette précarité, sachant qu'on a les outils. Donc justement, de ne rien faire entre l'idée reçue de parier sur la mort ou l'immoralité. Je préfère m'orienter vers la solution beaucoup plus morale, qui est d'aider nos troisième et quatrième âges qui ont... en les soulageant financièrement aussi. Hein. Je me permets de vous interrompre parce que je vois les appels qui arrivent en grand nombre ce matin. Très bien, tant mieux. Et oui, tout à fait. On va donner la parole, évidemment, comme je le disais il y a un instant, à Anne-Marie, qui nous appelle depuis Reims. Mais avant cela, je voudrais qu'on revienne également sur ces idées reçues et notamment sur des personnes qui seraient sans héritiers ou alors des veuves qui n'ont jamais travaillé. On répond quoi également à cela ? Donc beaucoup d'atouts, beaucoup d'avantages à vendre en viager, beaucoup de raisons surtout. Donc on l'a vu, les revenus complémentaires avec une précarité, avec des frais médicaux qui sont de plus en plus nombreux et de moins en moins remboursés, avec des personnes âgées qui sont endettées voire surendettées qui ont cumulé, et j'en rencontre étant sur le terrain moi-même viagériste, qui ont cumulé beaucoup de prêts à la consommation sans s'en rendre compte parce que les droits acquis à la retraite ne leur permettent pas de maintenir le niveau de vie auquel ils étaient habitués. Et puis effectivement, comme vous le soulignez, le viager est une solution pour protéger le conjoint survivant. Parce que beaucoup de femmes de nos générations actuelles n'étaient pas déclarées, on n'était pas sensibilisés à cette problématique actuelle des retraites. Et ces femmes-là travaillaient, ont beaucoup travaillé pour aider leurs conjoints collaborateurs, artisans, boulangers ou autres, et forcément n'ont pas de retraite à aujourd'hui. Et vous avez des personnes âgées qui n'ont pas d'enfants, beaucoup plus qu'on ne le pense d'ailleurs. Et si elles ne font rien, tout part à l'État. La fiscalité est très lourde en France sur la succession. Et ces personnes-là, souvent, veulent donner à des neveux, nièces. Et la vente en viager va leur permettre de donner, par exemple, tout ou partie du bouquet, la somme qui est versée comptant chez le notaire, à des proches, familles ou amis, tout comme d'ailleurs des personnes âgées qui mettent en vente en viager alors ils ont des enfants. Et ce sont souvent même les enfants qui m'apportent le dossier de leurs parents. Parce que moi-même, si mes parents sont dans une souffrance financière, bien entendu que je ne voudrais pas les laisser dans une telle situation et je trouverai les solutions qui sont à ma disposition pour solutionner un peu leurs problématiques. Et c'est vrai que on peut vendre en viager avec des enfants également, et ça n'est pas déshériter des enfants, c'est juste mieux s'organiser avec notre contexte actuel. Les temps ont évolué et aujourd'hui l'héritage n'a peut-être plus le même regard. Il faut porter un regard neuf sur cette succession, et on peut penser à cette nouvelle solution d'hériter de soi-même, où lorsqu'on a cotisé toute sa vie pour un bien immobilier, on peut aussi libérer cette richesse qui est enfermée dans la maison afin que les personnes vivent plus sereinement. Le viager représente donc pour ces personnes la façon, selon vous, la plus intelligente de se constituer une retraite ou de vivre plus sereinement, comme vous l'avez évoqué. Anne-Marie est avec nous depuis Reims. Merci de votre patience, Anne-Marie. On vous écoute. Je vous en prie. Soyez Bonjour la à bienvenue. toutes les deux. Bonjour Anne-Marie. Je voulais savoir si un viager pouvait être aussi conclu sur un
bien immobilier détenu par une SCI dont c'est le seul bien. Alors, alors, à savoir que l'ensemble des parts sociales seraient vendues à un même acquéreur. Non, ce n'est pas possible. Ce bien immobilier étant la résidence principale du vendeur. Donc, effectivement, on peut vendre une résidence principale, une résidence secondaire, un locatif. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Par contre, une SCI, c'est une société civile immobilière. C'est une personne morale. Une personne morale, l'aléa, le principe même du viager repose sur l'aléa. L'aléa, c'est la durée de vie. Viage veut dire durée de vie d'ailleurs en latin. Et il ne peut y avoir que des personnes physiques qui vendent un bien en viager. Donc pour ce faire, il y a toujours une solution pour vous, c'est de faire une mutation, de vendre la SCI aux associés, donc à vous et peut-être votre conjoint, ou je ne sais pas quels sont les associés de cette SCI, mais en tout cas, la SCI ne peut pas vendre en viager. Je crois, Anne-Marie, que vous aviez d'autres questions à poser à Sophie Richard. En l'occurrence, je suis seule détentrice des parts, moins 2 parts. Donc, l'objet, ce serait de la vendre à un tiers. Oui, mais en fait, il faut d'abord... C'est en 2 temps. Faire une mutation de part sociale, ça représente déjà une certaine somme. Oui, je sais. Je sais, mais il n'y aura pas d'autre solution. On ne devient plus résidence principale. Je me suis renseignée auprès des impôts. Ça ne devient plus la résidence principale, puisque la mutation s'opère et que dans le même champ, il faut au moins 2 ou 3 ans d'habitation, je ne sais plus, pour considérer ça comme maison d'habitation en résidence principale. Donc le principe général, il faut Anne-Marie, effectivement, ça a des coûts, notamment des droits d'enregistrement. Il faut vendre les parts de la SCI, vous vendre les parts de la SCI pour pouvoir mettre ensuite en vente en viager. Après, on pourra vous faire un calcul si vous le souhaitez, déjà pour faire une estimation, voir si ça vaut le coup de le faire, en fonction des frais de mutation qui seront réclamés. Mais une SCI ne peut pas vendre en viager. Voilà pour vous, Anne-Marie. Est-ce que vous aviez d'autres questions ? La deuxième question, c'est est-ce qu'un viager peut être limité dans le temps ? Ou est-ce que c'est le temps, c'est inéluctablement le décès ? Alors le viager, donc l'aléa, le principe même du viager, c'est l'aléa, donc ça ne peut pas être limité dans le temps. Par contre, on peut avoir une autre solution pour vous qui résoudrait le problème de la SCI et d'avoir un paiement dans le temps, c'est la vente à terme. La vente à terme, c'est une vente immobilière qui peut s'apparenter un petit peu au viager quant aux modalités, puisqu'il y aura un versement en 2 temps. Ça sera un comptant à la place d'un bouquet et une mensualité. La grande différence, c'est qu'il n'y a plus d'aléa. On va déterminer la durée du versement. Donc ça peut être une solution pour vous. Effectivement, il existe la vente à terme occupée et il existe la vente à terme libre. Donc avec plaisir pour vous conseiller hors antenne, pour vous faire un calcul sur la vente à terme qui serait peut-être plus approprié à votre situation. Voilà ce qu'il vous reste à faire, Anne-Marie. Vous pouvez vous rendre sur le site Viagimo, VIAGI2MO.fr pour avoir davantage de renseignements. Merci pour votre question. Dans un instant, nous entendrons Suzanne qui nous appelle depuis le Morbihan et qui a une question pour vous, Sophie Richard, à savoir, après donation et contrat de mariage, le viager peut-il être envisagé ? La réponse juste après Dido. Really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. When my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me. Don't come trying again. No matter how I feel, don't call us friends. 'Cause I don't remember anymore how we used to be. No, I don't remember anymore
assume that things they go your way, it would all just carry on. While you see it slipped away, now turn to me. Yes, I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me, don't come trying again. No matter how I feel, don't call us friends. 'Cause I don't remember anymore how we used to be. No, I don't remember anymore how I used to feel. Don't call us Don't come crying to me. Don't come trying again. No matter how I feel, don't call us friends. 'Cause I don't remember anymore how we used to be. No, I don't remember anymore. Le tout dernier titre de Dido, Friends, sur RCF. Dans votre service, ce matin, nous nous intéressons aux viagers. Pour certains, cette acquisition est moins lourde à gérer qu'une location classique et elle participe aussi à la constitution d'un patrimoine en vue de la retraite. Pour répondre à vos questions jusqu'à 11h, Sophie Richard est là sur RCF. Elle est juriste, spécialiste du droit immobilier et fondatrice du réseau Viagimo. Ensemble, nous comprenons davantage le viager, achat, vente en viager. Que faut-il savoir? La réponse, c'est maintenant. À votre service, simplifiez-vous la vie. Et nous allons accueillir Suzanne qui nous appelle depuis le Morbihan. Elle a composé le 04 72 38 20 23. Vous pouvez vous aussi composer ce numéro depuis la France. 04 72 38 20 23 depuis la Belgique. Vous pouvez aussi, ne l'oubliez pas, nous envoyer un courriel sur avotre-service@rcf.fr. Bonjour Suzanne. Oui, bonjour à Sophie, bonjour à vous. Bonjour Suzanne. Pour vous offrir tous mes vœux de bonne année, de bonne santé. Également, la santé surtout, oui. Essentielle la santé, Et comme oui, vous dites. la sérénité aussi, j'ajoute, Suzanne, pour vous, et on vous écoute. On est bien d'accord, et justement pour cette sérénité, voilà, je suis veuve depuis plus de 7 ans, D'accord. propriétaire d'un bien que nous avons acheté en commun avec mon mari, Mhm. et nous nous sommes fait donation. Déjà au départ, nous avions un contrat Oui. de mariage qu'on devait s'installer, et finalement, bon, ce contrat existe toujours, mais il n'a pas eu lieu essentiellement puisqu'il n'y a pas eu d'installation comme on avait prévu, et donc c'était pour protéger les biens entre entreprises et habitations. Mhm. Aujourd'hui, je suis propriétaire de cette maison. Alors, ce qu'on appelle nue propriété, vous savez, si je dois vendre, Oui. parce qu'à la mort de mon mari, il n'y a pas eu même de frais de succession. Par contre, le notaire a bien dit, si vous devez vendre ce bien, vous avez droit à la moitié, plus le quart Mhm. de la moitié, ce qu'on appelle en usufruit, et les enfants, j'ai 3 filles, qui ont l'autre quart. Ma question, je suis aujourd'hui justement à me poser la question où je voudrais me débarrasser de cette maison. Je sens que ça pose problème, même auprès des enfants. J'ai 7 petits-enfants. Ouais. Et Alors- j'ai un revenu correct, on est bien d'accord. Maintenant, Oui. c'est très lourd à gérer pour moi quand même au niveau d'une grande maison. Nous sommes Oui, l'entretien, la taxe foncière, bien Il y a sûr. 585 mètres carrés, c'est pas énorme, mais quand même, et ça fait des frais, Quand et ça en même, fera oui. de plus en plus. Je n'ai que 69 ans, ok, Mhm. mais quand j'entends en riant, on va te mettre dans un foyer logement, enfin bref, en blaguant, mais j'entends derrière que finalement, même avec les enfants, c'est pas si simple, et surtout, On ne eh sait ben, pas elles tout ce ont qui se toutes passe des derrière les maris, portes. elles ont toutes effectivement. voilà, des enfants, etc., et Mm. des maisons. Ma question, quand j'ai entendu ce matin votre émission, je me dis, un viager, j'avais jamais vraiment pensé, est-ce qu'il faut l'autorisation des enfants?
Alors, déjà, il y a plusieurs éléments de réponse dans votre interrogation. Pour répondre déjà à votre dernière question, non, il n'y a pas besoin d'avoir l'autorisation des enfants quand on est seul propriétaire, quand on a l'entière disposition du bien. Ma première question, le contrat de mariage que vous aviez conclu avec votre défunt mari, est-ce que c'était un contrat de communauté universelle ? Oui. Donc, non, c'est-à-dire, on n'avait rien, ni l'un ni l'autre. Donc, contrat de mariage en cas où il y aurait une entreprise. D'accord, donc juste, alors, si vous me parlez d'entreprise, c'était peut-être par rapport à un contrat de séparation des biens pour protéger contre... Au cas où il se serait installé. Oui, donc c'est un contrat de séparation. Donc, je pense que c'est un contrat de séparation de biens, puisqu'on, pour les entrepreneurs, on utilise souvent cette formule pour protéger le conjoint contre d'éventuels créanciers, liquidation ou autre. Donc, dans votre situation, moi, j'ai pas une bonne nouvelle, puisque effectivement, là, vous devez obtenir l'autorisation de vos enfants qui ont la part réservataire de leur défunt papa. Vous auriez eu, et c'est pour ça qu'il est très très important, on n'y pense pas, vous le soulignez, et c'est aussi l'objet de ce rendez-vous matinal sur RCF, d'informer la possibilité de vendre en viager du vivant des deux conjoints. Où là, il n'y aurait eu aucun souci. Vous auriez pu vendre en viager occupé votre logement sans avoir l'autorisation des enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre situation. Votre mari est décédé. Vous n'avez pas, vous avez eu un démembrement de propriété sur votre logement. Comme son nom l'indique, vous n'avez pas la pleine propriété du bien, ce qui fait que vous êtes en indivision avec vos enfants. En France, nul n'est tenu de rester en indivision. Vous pouvez faire cesser l'indivision, bien entendu. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, vendre en viager, vous devez obtenir l'autorisation des enfants. Il est tout à fait possible de vendre en viager avec des enfants qui ont des droits sur le logement. Ce qu'il faudra faire, c'est qu'ils soient d'accord, ça veut dire qu'ils signent un mandat de vente pour pouvoir mettre en vente un bien et de les désintéresser financièrement lors de la signature chez le notaire. C'est-à-dire qu'on va associer au montant du bouquet qui vous revient une soulte, une somme qui reviendra aux enfants héritiers de la part réservataire de leur défunt papa. D'accord. Donc, si ces enfants acceptent l'idée du viager, il y a des démarches à effectuer. Est-ce que, encore une fois, un viagériste peut... Bien entendu, c'est notre travail, c'est vraiment notre spécialité. Donc là, on pourra vous orienter. N'hésitez pas à appeler le siège viagimo.fr. Sur le site, vous avez les coordonnées et on vous orientera vers l'agence locale la plus proche de chez vous. Il y aura bientôt une agence Viagimo en Bretagne, mais pour l'heure, elle n'est pas encore ouverte. Donc, on vous orientera vers l'agence la plus proche qui vous conseillera au mieux, encore une fois, par rapport à votre situation matrimoniale, patrimoniale. Voilà, Suzanne, ce qu'il vous reste à faire. On vous embrasse, on vous souhaite une belle journée et à très bientôt. À bientôt. En entendant la question de Suzanne, je me demandais quel était l'âge moyen des vendeurs. Alors, il n'y a pas de prérequis, Alors, la moyenne des vendeurs les vendeurs ont entre 72 et 75 ans. Vendre à partir de 65 ans est tout à fait possible. J'en ai vendu dernièrement. Donc, ça va entre 65 ans et 90 ans, par exemple, avec une moyenne autour de 72-75 ans. Après avoir évoqué le nombre important des idées reçues sur le viager, après avoir parlé de l'âge moyen également des vendeurs, on va s'intéresser aux différents statuts et aux différents contrats, le viager libre, le viager occupé, pour les primo-accédants aussi, comment ça fonctionne pour les investisseurs. Et j'invite nos auditeurs à nous accompagner et surtout à poser des questions ce matin sur le viager. N'hésitez pas à faire comme Anne-Marie ou encore Suzanne, à composer le 04 72 38 20 23. Catherine vous attend ce matin au standard. Depuis la Belgique, c'est le 04 72 38 20 23 que vous pouvez composer. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous envoyer un courriel sur à votre service @rcf.fr. 10h, 11h, RCF est à votre service. Et nous parlons ce matin de viager dans à votre service sur RCF. Nous en parlons avec Sophie Richard, juriste spécialiste du droit immobilier et fondatrice du réseau Viagimo. Nous en parlons également avec vous. Vous êtes les bienvenus, vous le savez, jusqu'à 11h pour poser vos questions. Après avoir évoqué les motivations du vendeur, j'aimerais évoquer avec vous, Sophie Richard, les motivations de l'acheteur. Est-ce que tout le monde est gagnant avec le viager ?
C'est le principe même, en tout cas, les valeurs et la philosophie, et l'ADN de Viagimo, c'est de proposer un contrat gagnant-gagnant qui respectera les intérêts, de mutualiser les intérêts de chacun, puisqu'à partir du moment où le contrat est juste et équilibré, alors il sera moral. On parlait d'éthique, Oui. de moralité tout à l'heure, et c'est très important de veiller à ce que tout le monde y trouve son compte. Et on organisera, les spécialistes, en tout cas de Viagimo, organiseront toujours, c'est leur ADN, le contrat en ce sens, en étant le professionnel et du vendeur et le professionnel de l'acquéreur. C'est en quelque sorte un peu la différence avec un agent immobilier qui fait de la vente traditionnelle, qui aura un mandat de vente ou un mandat de recherche. Nous, on veillera, on sera vigilant à assurer, pour une sécurité juridique, à sécuriser les intérêts de chacun. Donc il y a beaucoup de raisons d'acheter en viager. Vous avez deux profils. Vous allez avoir d'un côté l'investisseur acquéreur, qui va penser, qui va réfléchir à anticiper son avenir et sécuriser son avenir et anticiper sa future retraite. Comment ? En achetant en viager occupé. Il va acheter un bien en viager occupé par le vendeur. Il n'aura pas besoin d'occuper de suite ce logement-là. Il le fait vraiment pour se constituer un patrimoine immobilier. Il va, du fait de l'occupation, bénéficier d'un prix réduit, d'une décote d'occupation. Il est logique qu'il soit gagnant à acheter un bien décoté parce qu'il est occupé par une personne âgée. Les calculs tiendront compte de la jouissance du bien par le vendeur et permettront à l'acquéreur investisseur d'échelonner le paiement de ce bien immobilier dans le temps. Il versera un bouquet qui est une somme comptant versée à la signature chez le notaire ou pas. Le versement d'un bouquet n'est pas obligatoire. Et une rente viagère... Il n'est pas obligatoire et négociable. Non. Est-ce que Alors, il y a très peu de négociations en viager, à la différence de la vente immobilière où la négociation fait partie du jeu un petit peu entre le vendeur, l'acquéreur et le professionnel de l'immobilier. En viager très peu. Pourquoi ? Parce que c'est une vente qui se doit d'être encadrée de par le calcul. Et s'il devait y avoir un contrôle fiscal comme donation déguisée parce que sous-évaluée ou parce que sous-évaluée par des héritiers éventuels, on se doit, en tant que bon professionnel du viager, de respecter à l'euro près le calcul que nous donnera nos tables, nos actuaires. Donc, il y a très peu de négociations en viager. Mais pour venir sur l'intérêt de l'investisseur acquéreur en viager occupé, il achètera donc un bien à un prix réduit, car décoté. Il achètera un bien... Vous avez un pourcentage sur la décote ? Alors, par exemple, si vous achetez un bien, c'est de manière approximative, parce que je n'ai pas les tables dans le détail en tête, mais pour une femme seule de 73 ans, par exemple, de mémoire, on est à plus de 50% de décote d'occupation. Donc, si j'achète un bien d'une valeur de 200 000 euros, valeur vénale, valeur libre, comme si je la vendais en vente traditionnelle, je vais faire mon calcul de viager occupé sur une valeur de 100 000 euros. Et vous avez également évoqué l'âge de la vendeuse. En l'occurrence, vous avez parlé d'une personne qui a plus de 70 ans. Donc, ça a une importance également. C'est ça. Donc, plus la personne sera jeune, j'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça avec un membre de votre équipe de RCF, plus on achète jeune, plus on peut acheter à un vendeur qui a 65 ans, par exemple. Et donc, la décote sera plus importante, ce qui paraît logique que la décote soit moins importante pour une personne qui a 90 ans, parce que ça tient compte de l'allongement de l'espérance statistique de la durée de vie du vendeur. Un delta d'âge de 20 ans entre l'acquéreur et le vendeur est souhaitable. C'est pour ça que plus on achète jeune, à 30 ans, 40 ans, plus on peut aller vers des personnes qui ont 65 ans, parce que la décote sera d'autant plus importante. On n'aura pas besoin de suite de ce logement-là, parce que c'est fait pour se constituer un patrimoine immobilier. Et ça nous permet vraiment d'acheter à un prix très réduit. Et ça peut être intéressant, pardon de nouveau de vous interrompre, Sophie Richard, ça peut être intéressant, et c'est une vraie question pour l'acheteur également, qui n'a pas forcément initialement les fonds nécessaires. Est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte pour décider un acheteur ? Oui, alors l'acheteur va acheter à un prix réduit sans avoir recours à l'emprunt bancaire. Le vendeur, créancier, jouera en quelque sorte le rôle de banquier avec un prêt à taux zéro. Et l'acquéreur n'aura pas à verser les 200 000 euros tout de suite s'il achetait le bien en valeur vénale, ni les 100 000 euros calculés valeur occupée dans mon exemple.
mais le versera par exemple un bouquet minimum et puis le résiduel sera transformé en versement d'une rente viagère. Donc on n'a pas à se déposséder de suite de son capital si on en a un, et si on a peu de capital, au lieu d'avoir un capital financier placé sur un livret qui ne rapporte pas grand-chose, on ne sait pas où est notre argent déjà, hein. On n'en parle plus, mais il y a quelques années, la France connaissait une grave crise bancaire quand même, on a failli faire banqueroute, hein, faut peut-être le rappeler. L'argent ne nous attend pas dans un coffre-fort, alors qu'en viager, réinvestir dans la pierre, ça reste la valeur refuge des Français. Il faut rappeler qu'en France, le droit du sol est un droit inaliénable et un droit absolu, donc ça reste quand même une valeur sécurisée, l'achat d'immobilier en viager. Donc ça va permettre à un acquéreur de savoir où est son argent plutôt que sur des placements peut-être hasardeux, peu sécurisés et qui ne rapportent pas grand-chose. Et le peu que ça rapporte, c'est fiscalisable au titre des revenus de capitaux mobiliers. Donc acheter de l'immobilier en viager va permettre à un acquéreur d'acheter à un prix réduit sans recours à un emprunt bancaire. Donc exit tous les frais inhérents à l'emprunt, même si les taux d'intérêt sont bas. Penser qu'emprunter n'est pas cher reste un leurre. Je vous invite à regarder sur vos tableaux d'amortissement si vous êtes déjà propriétaire sous emprunt ou à regarder les logiciels en ligne. Va permettre à l'acquéreur d'acheter, de placer son capital financier dans une valeur refuge qui reste la pierre et va lui permettre d'acheter, et ça c'est très important à mon sens, sans tracas locatif, avec une gestion simplifiée. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez pas mal de placements défiscalisants, mais avec des obligations de plafond de loyer, avec des durées d'engagement de location, etc., avec les petits tracas locatifs qui vont avec un turnover locatif, de la vacance locative, avec une fiscalité qui reste de plus en plus lourde au titre des revenus fonciers. Et puis, ce ne sera pas le cas en des viager. petits travaux à faire. En viager, le vendeur a un affect considérable pour son bien. Il va continuer à l'entretenir. Je vois régulièrement des personnes âgées qui réinvestissent tout ou partie du bouquet dans l'amélioration de leur habitat. Changer la baignoire en douche, entretenir le jardin, se faire une petite terrasse en bois, changer les tapisseries régulièrement. Un locataire, c'est logique, ne fera peut-être pas tous ces entretiens-là, alors qu'un vendeur, même s'il n'est plus propriétaire, même s'il y a eu un transfert de propriété lors de la vente en viager, se considérera toujours que c'est son logement. Et son cocon, il continuera à l'entretenir. Et c'est vrai que pour un acquéreur, quand on achète un bien en viager occupé, voilà, il y a beaucoup d'atouts et c'est un placement éthique. Je rebondis sur ce que vous dites, Sophie Richard, et j'ajoute un chiffre, 15% des vendeurs déclarent vendre en viager pour rénover ou adapter leur logement. Exactement. Geneviève Delallier souhaiterait savoir si une personne entre en EHPAD et que la rente est insuffisante pour compléter la retraite, que se passe-t-il s'il est amené à vendre ? Alors, si la rente est trop faible, si le montant total cumulé entre le viager et la retraite, la pension de retraite est trop faible pour entrer en EHPAD, oui, c'est ça la question ? Oui. La personne, que ce soit mise en vente en viager ou pas, la personne, je pense, ne peut pas rentrer en maison de retraite ou en EHPAD. La question, c'est surtout de se dire, si la personne est propriétaire de son logement, qu'elle le met en vente en viager libre, comme je l'évoquais tout à l'heure, elle va percevoir à vie une rente viagère. Elle sera à vie que, par exemple, un bien qui est vendu 300 000 euros, qui est le capital financier, donc placé pour subvenir aux besoins, ce capital de la maison de retraite. Quand on regarde, par exemple, pour un couple, une maison de retraite médicalisée ou non, c'est environ, je regardais une étude dans les 6 000 euros pour un couple. La personne tient 4 ans. Donc, c'est peut-être pas non plus la solution de vendre le capital immobilier pour le placer en vue de subvenir aux besoins du financement de la maison de retraite, parce qu'au bout d'un moment, la vente du logement familial, le capital s'épuise, ne se renouvelle pas, à la différence d'une rente viagère qui est une assurance à vie de percevoir un revenu complémentaire. Prenons un autre exemple pour Oui. clarifier les choses, Sophie Richard. Je suis une personne qui a plus de 75 ans. Je suis un peu fatiguée. J'ai mis ma maison ou mon appartement en viager et j'aimerais maintenant aller dans un EHPAD. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ensuite le logement devient libre et ceux qui ont acheté en viager mon appartement ou ma maison vont prendre le bien et l'investir?
Investir les lieux. Je comprends mieux. Et que va-t-il devenir de ma personne? Est-ce que je vais continuer à toucher, à percevoir une rente, même lorsque je suis et je choisis d'aller dans un centre qui va prendre soin de moi? Donc là, l'explication est un peu plus détaillée et je perçois mieux les choses. Donc, il est tout à fait possible, et c'est très important que cette clause, qu'il ne faut pas omettre, clause substantielle, soit prévue dans l'acte, d'où l'importance de se rapprocher d'un spécialiste en viager, de prévoir un départ par anticipation quand on a vendu son bien en viager occupé, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Parce qu'il peut y avoir un départ en maison de retraite, et en pareil cas, il faut prévoir une revalorisation de la rente viagère. En moyenne, elle est entre 15 et 30% en fonction de chaque situation. En pareil cas, l'acquéreur n'a pas le choix que d'augmenter la rente viagère et en contrepartie, il va bénéficier de la jouissance du logement. C'est-à-dire que mon vendeur rentrera en maison de retraite, il continuera à percevoir sa rente viagère qui a été contractuellement fixée dès le départ, qui aura été révisée puisque tous les ans elle augmente et qui bénéficiera de cette revalorisation d'augmentation de sa rente viagère. Et en contrepartie, l'acquéreur pourra vivre dans le logement. La rente viagère ne s'arrête pas, bien entendu, elle est augmentée au contraire. C'est très clair. Nina Delallier demande s'il est indispensable de fournir des certificats médicaux à la date de la signature. J'imagine que c'est dans les deux cas, c'est-à-dire acheteur-vendeur. Non, il ne faut pas. Alors, les spécialistes en viager, tout comme les notaires d'ailleurs, ne sont pas médecins. Il n'y a pas lieu de fournir un état de santé. Le droit est quand même là pour protéger acquéreur et vendeur, puisque la vente peut être annulée si l'acquéreur avait connaissance d'une maladie dont la personne est décédée dans les 20 jours. Il y a quand même une réglementation par rapport à ça, mais il ne faut pas produire de certificats médicaux. Bien entendu, s'il y a une suspicion, si en face de vous avez une personne qui est en phase terminale de cancer, ça se voit. L'éthique, la déontologie, en tout cas pour le réseau Viagimo, il est hors de question de mettre en vente un bien en viager où on connaît l'état de santé du vendeur. Voilà, ce n'est pas moral. Après, on n'est pas censé tout savoir. On ne demande pas de certificat médical. On demande bien entendu si la personne a des maladies ou autres. Mais on reste vigilant par rapport à ça. Et également, parce que là on parle de maladie, mais il y a également des suspicions psychologiques, intellectuelles. Il faut faire très attention aussi quand vous avez des maladies comme l'Alzheimer, où il faut rester très vigilant sur la bonne compréhension du vendeur sur l'acte en viager, et il ne faut pas hésiter à se référer à un juge des tutelles pour éviter toute suspicion et tout contentieux ultérieur. Si vous aussi, comme Nina, vous avez des questions à poser à notre spécialiste Sophie Richard ce matin, juriste, spécialiste du droit immobilier et fondatrice du réseau Viagimo, vous pouvez pianoter à votre service @rcf.fr ou composer ce numéro de téléphone. Une question, une réaction, RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Est-ce que l'on peut dire, Sophie Richard, que le bien est rarement vendu libre ? La majeure partie du temps, le bien est en pourcentage, ça représente quoi ? Est-ce qu'il est vendu occupé ? Alors, le viager occupé, oui, représente en moyenne 90-95% des ventes en viager. Et donc, le viager libre reste assez rare, va intéresser des personnes qui souhaiteront acquérir un bien pour l'occuper ou pour le mettre en location. Mais vous avez différents profils, un panel assez large d'acquéreurs en viager libre, pour qui d'ailleurs ce sera peut-être la seule solution d'accéder à la propriété. Je vise notamment des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas le profil type malheureusement des emprunteurs, parce qu'on va leur demander souvent des 3 derniers bilans, et il faut que les bilans soient satisfaisants, parce qu'on est saisonnier, intérimaire, en CDD, et il faut un apport conséquent, de plus en plus conséquent, et vraiment montrer patte blanche aujourd'hui pour avoir un emprunt. Et c'est vrai que le viager libre va permettre à ces personnes d'être propriétaires de leur logement. Donc au lieu d'être locataire et de jeter l'argent par les fenêtres, de ne rien amortir en capital, le viager libre leur permettra d'accéder à la propriété
en toute tranquillité, sans recours à l'endettement. Je pense aussi aux personnes qui ont été malades, pour qui, même si elles vont très bien aujourd'hui, beaucoup, voilà, le cancer touche de plus en plus de personnes malheureusement, et même si on est en rémission complète, la cotisation d'assurance avec ce fameux formulaire de santé à remplir voilà, la banque elle demande un état de santé par contre, la cotisation d'assurance décès invalidité sera très très importante. Donc le viager libre permettra à beaucoup d'acquéreurs, beaucoup de personnes ne connaissent pas ce dispositif qui s'offre à eux, mais c'est la solution idéale pour eux pour ne plus être locataires et d'accéder enfin à la propriété. Si le bien est vendu libre, vous l'avez dit, ce qui est plutôt rare, et ça peut être une bonne occasion pour acquérir justement ce bien, la propriété, est-ce que l'on supporte, et même s'il n'est pas libre, même s'il est occupé, ce bien, on supporte, donc l'acheteur supporte toutes les charges, les impôts fonciers, les taxes? Vous validez cette information? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Quand on achète un bien en viager occupé, il y a donc un occupant, le crédit rentier vendeur restera vivre dans le logement. Donc l'acquéreur aura à payer la taxe foncière, bien entendu, puisqu'il y a eu transfert de propriété. Il aura à payer les charges de copropriété, puisqu'il sera le copropriétaire. Et il pourra récupérer les charges dites locatives sur l'occupant, donc sur le crédit rentier vendeur. Alors qu'en viager libre, il n'y a plus d'occupant. Le bien est libre de toute occupation. C'est souvent l'acquéreur qui l'occupe. Donc là, l'acquéreur paiera toutes les charges. Il paiera la taxe foncière et les charges de copropriété dans leur globalité. Et concernant les travaux, on va distinguer les petits travaux, les travaux d'entretien et les gros travaux. Les petits travaux d'entretien seront à la charge de l'occupant dans le cadre du viager occupé. Travaux d'entretien, ça va être la tonte, l'élagage, ça va être l'entretien de la chaudière, ça va être s'il y a un joint, s'il y a une fuite parce que c'est un joint à changer, c'est à la charge de l'occupant crédit rentier. Et par contre, en viager occupé, si on a une fuite parce que ça vient d'une canalisation, ça sera la charge de l'acquéreur des biens rentiers. Et tout ce qui est gros travaux, problème d'infiltration sur une façade et pas de nettoyage, j'insiste bien, qui reste de l'entretien, ça sera à la charge de l'acquéreur également. Qui paye les frais de notaire et qui paye le viagériste ? Alors, les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur, comme en vente traditionnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en viager occupé, les frais de notaire sont réduits, puisqu'on va calculer les frais de mutation sur la valeur occupée et non pas sur la valeur libre. Donc, autre atout non négligeable pour l'acquéreur d'acheter en viager occupé pour se constituer un patrimoine immobilier. Et concernant les honoraires du viagériste, c'est selon chaque spécialiste. Soit ils font un mandat de vente à la charge du vendeur, soit à la charge de l'acquéreur qui sera plutôt un mandat de recherche. Pour notre part, on a un mandat de vente côté vendeur. Pourquoi ? Parce que juridiquement, on ne connaît pas encore le futur acquéreur. Donc c'est un peu un non-sens juridique que de faire supporter des honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. Il faut absolument contractualiser ce lien et faire ce qu'on appelle un mandat de recherche. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Après avoir entendu Corneille qui va nous interpréter Tout le monde, nous écouterons Roger qui nous appelle depuis la Belgique et qui a une question pour vous, Sophie Richard. On évoquera également les avantages, mais aussi les inconvénients de cette vente et de cet achat en viager. Et vous nous donnerez votre point de vue sur la question, Sophie Richard. Je suis qu'un homme, donc j'ai la phobie de l'ombre. Je m'indigne de tout et peu de choses sont de ma faute. Le problème c'est les autres, et pendant que ma sagesse résonne, un enfant meurt dans les mines du Congo. Sur mon iPhone je raconte le monde, yeah. Mes amis, oh, face au dilemme de mon ego, je n'ai pour réponse que je t'aime. On est tout le monde et personne en même temps. On rêve le monde, on le déchire en même temps. On est tous à la chasse au bonheur de l'instant. Je fais comme toi, tu fais comme moi. On a ce qu'on nous donne et le reste on l'apprend. On est fait de prières et de neveux d'enfants. On est fait d'hier, tous prisonniers
personne. Et tout le monde, je ne suis qu'un homme, donc j'ai la phobie du vide. Pour ne pas disparaître, j'ai fait des enfants. Et je vise l'éternité, je suis généreux, un généreux égoïste. Dis-moi merci ou je t'enlève de ma liste. Je peux t'aimer sans condition, juste reconnais que j'existe. Mes amis, face au dilemme, de mon ego, je n'ai pour réponse que je t'aime. On est tout le monde et personne en même temps. On rêve le monde, on le déchire en même temps. On est tous à la chasse au bonheur de l'instant. Je fais comme toi, tu fais comme moi. On a ce qu'on nous donne et le reste on l'apprend. On est fait de prières et de neveux d'enfants. On est fait d'hier, tous prisonniers du temps. Mais qui est comme toi, qui est comme moi? Personne. Et tout le monde, personne. Et tout le monde, on a tous un père qui n'est pas vraiment là, ou encore une mère qui ne nous comprend pas. On a tous eu un amour qui n'est pas tellement ça. Oh, oh, on s'est tous levés un jour, tout l'espoir en bas. On est tous à genoux sous les mêmes rois. On cherche le même Dieu qu'on ne trouve pas. Oh, oh, qui suis-je pour juger? On est tout le monde et personne en même temps. On rêve le monde, on le déchire en même temps. On est tous à la chasse au bonheur de l'instant. Je fais comme toi, tu fais comme moi. On a ce qu'on nous donne et le reste on l'apprend. On est fait de prières et de neveux d'enfants. On est fait d'hier, tous prisonniers du temps. Mais qui est comme toi? Corneille avec tout le monde sur RCF dans votre service. Ce matin, nous parlons du viager. Que faut-il savoir? Eh bien, la réponse, nous l'avons eue en partie grâce à Sophie Richard, juriste spécialiste du droit immobilier et fondatrice du réseau Viagemo. J'ai dit en partie car il nous reste encore 6 minutes d'émission. Vous pouvez composer le 04 72 38 20 23 pour poser vos questions à notre invité. À votre service, simplifiez-vous la vie. Roger, de son côté, a composé le 04 72 38 20 23. Il nous appelle depuis la Belgique. Bonjour Roger. Bonjour. Soyez le bienvenu. Voilà, j'ai deux questions à vous poser. La première, je me suis renseigné sur le viager. Je bénéficierais d'un bouquet. Ce bouquet est-il fiscalement imposable? D'autre part, je pourrais bénéficier d'une rente mensuelle pendant 10 ans d'environ 1400 euros et non imposable. Par contre, je devrais payer annuellement ce qu'en Belgique on appelle le précompte immobilier, c'est-à-dire la taxe sur la maison qui reste toujours fiscalement, à ce point de vue-là, imposable. D'autre part, tous les frais d'entretien sont également à la charge, même si on perçoit donc cette rente. Une autre question, je voulais savoir très rapidement. J'étais marié, j'ai eu 3 enfants, épouse décédée, je me suis remarié malheureusement à nouveau décédé. Est-ce que les enfants qui maintenant sont largement adultes sont toujours bénéficiaires ou faut-il demander leur autorisation? Sophie Richard, alors, deux bonjour questions Roger. très Bonjour rapidement. Roger. Il nous alors, reste très 4 minutes. Oui. Si j'ai bien tout compris. Donc, effectivement, un bémol par rapport à la fiscalité en Belgique et en France. Je ne suis pas spécialiste de la fiscalité en Belgique. En tout cas, de manière générale, pour ce qui concerne la France, peut-être par analogie en Belgique, si c'est votre résidence principale, le bouquet n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. La rente viagère, elle, sera tout revenu en France est soumis à l'impôt et la
la rente viagère n'y échappe pas, c'est un revenu. Donc si vous avez plus de 70 ans révolus, vous avez la chance d'obtenir un abattement substantiel de 70%. Ça veut dire que vous n'aurez que 30% au titre de l'impôt sur le revenu soumis sur votre rente viagère, pardon. J'ai bien insisté sur le fait que si c'était votre résidence principale, parce que bien entendu, si c'est une résidence secondaire ou locative, il y aura le calcul de la plus-value immobilière. En France, voilà, on a cette taxe-là en fonction du bénéfice que vous aurez réalisé et de la durée de détention. Concernant ces enfants ? Concernant les enfants, je ne sais. Alors, de manière générale, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais de manière générale, si le bien vous l'avez acheté seul, il n'y a pas d'autorisation à avoir. Si vous l'avez acheté avec votre femme décédée, votre première femme décédée, il y aura, si vous aviez fait un contrat de mariage, par exemple communauté universelle, il n'y a pas lieu de requérir l'accord des enfants. Si vous n'avez fait aucun contrat de mariage, il faut l'accord des enfants, puisque les enfants ont obtenu la part réservataire qui leur revenait de leur défunte maman. Et dans le cas là, j'ai pas suivi par rapport à la deuxième femme. Est-ce que vous avez acheté un deuxième bien avec cette deuxième femme? Et ça sera le même principe. Ce que je vous propose, Roger, c'est de vous rendre sur viagimo.fr et de composer soit d'envoyer un courriel, un message, ou de composer le numéro de téléphone que vous trouverez sur le site. Viagimo s'écrit VIAGI2MO.fr. Sophie Richard et toute son équipe ne manqueront pas de répondre plus en détail à votre question. On fait des ventes en Belgique aussi, bien entendu. C'est pas un souci. On vous embrasse, Roger. On vous remercie pour votre question. Question de Monique, également dans le nord de la Côte d'Or. Peut-on évincer l'héritage de ses enfants en vendant sa maison en viager suite à un divorce difficile? Alors non, encore une fois, tout dépend si les enfants ont la part réservataire de leur papa. Les enfants sont quand même bien protégés si ils ont une part réservataire, mais si le bien a été acheté en communauté, dans le cadre, encore une fois, de la communauté universelle des biens, là, il n'y aura pas l'accord des enfants à requérir. Pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on parle du risque principal du viager, qui est que le vendeur vive de longues années, ce qui obligera l'acquéreur à verser une rente très élevée. On a le cas de Jeanne Calment et puis de l'histoire très récente de Jeanne Calment. C'est au cœur de l'actualité, effectivement. Donc on l'a toujours en mémoire. Que se passe-t-il? Et alors là, Sophie Richard, je vous demande de faire un marathon et de me répondre en moins de 30 secondes. Très, très rapidement. Je vais juste donner des chiffres et ça mettra tout le monde d'accord. Une étude de l'INSEE en 2016 nous informait qu'il n'y avait que 21 000 centenaires en France, qui représentent que 0,03% de la population française. Et 9 centenaires sur 10 ont moins de 105 ans. Donc on voit bien que le phénomène Jeanne Calment reste vraiment de l'exception. Et à poursuivre cette histoire sur la vérité de Jeanne Calment, c'est une affaire à suivre. Et en cas de décès de l'acquéreur, l'obligation de paiement de la rente est transmise à ses héritiers, qui sont tenus de s'en acquitter jusqu'au décès du crédit rentier. Mais vous venez indirectement de répondre à cette question. Ça reste également assez rare comme situation. Exactement. Sophie Richard, je vous remercie d'avoir été éclairante une fois encore ce matin à votre service. C'était un grand plaisir d'être sur RCF et puis d'avoir apporté un peu d'éclairage et puis d'être proche des auditeurs de RCF. Plaisir vraiment partagé. À très bientôt. Je rappelle que vous êtes juriste, spécialiste du droit immobilier et fondatrice du réseau Viagimo. J'invite tous nos auditeurs à aller faire un tour sur votre site viagimo.fr, VIAGI2MO.fr. Je rappelle que vous avez 6 agences au Sable d'Olonne, à Nantes, à Lille, Bordeaux, Marseille et Versailles. Et très prochainement, de nouvelles agences verront le jour. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet. À très bientôt, Sophie Richard. Excellente journée à tous. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute des programmes d'RCF et vous retrouverez demain Vincent Delotti. À vendredi pour le jardinage.